Donc bonjour Olivier, Bonjour Stéphane. comment vas-tu? Ça va, beaucoup de challenges, entrepreneuriat oblige, mais on a le moral et ça va. Donc présente-toi un peu, que fais-tu en entrepreneuriat? Que fais-tu exactement? Alors, je suis le fondateur du premier studio de jeux vidéo au Cameroun, donc Hero Games. Notre but, c'est de faire les jeux les plus inspirants d'Afrique, on aime le dire, et de créer, on va dire à court terme, c'est de réussir dans le domaine du jeu vidéo qui me passionne. Mais sur le long terme, notre grosse ambition, c'est de créer une chaîne de valeur de la culture et du tourisme en Afrique qui pourrait générer 10 millions d'emplois directs. Sacré programme. Et on en parlera. Je pense que c'est un peu une pierre que je voudrais apporter à l'équation géoéconomique de notre continent en jouant sur nos points forts. Comment tu es tombé dans le jeu vidéo? Alors, je tombe dans le jeu vidéo comme tout le monde, gamin. Donc, je crois que la première image, le coup de foudre, c'est j'ai, je crois, 3 ou 4 ans. Et il y a un grand frère à qui on a acheté la Nintendo. Déjà, c'était assez légendaire en Afrique. Donc, il était déjà parmi Et là, je passe et je réalise que déjà, je voyais les dessins animés, mais je vois un truc qui est très coloré à l'écran. Je vois l'action et je réalise que ça a un rapport avec eux, dont les grands qui avaient 8 ans, qui sont en train de causer, et ils touchent un truc. Et mon cerveau qui observe que, attends un peu, c'est ce qu'ils font, qui fait ce qui se passe à l'écran, coup de foudre. Genre, comment c'est possible? Et là, c'est le coup de foudre. Mais maintenant, ce qui fait que je veux faire un jeu vidéo, c'est j'ai 14 ans, 16 ans, je pense. Je crois que c'est 14 ans. Je suis en train de jouer à des jeux, les premiers jeux très scénarisés du monde. Ça s'appelait Final Fantasy VII. Et il y a Metal Gear Solid 1. C'était les premiers jeux où tu avais des gros scénarios, des aventures qui duraient plusieurs heures avec des thématiques très fortes. Et je finis le jeu et je vis des moments humains très forts dans la narration parce que plus qu'un film qui te fait vivre l'action, qui te donne l'action, là tu es acteur et tu te prends en fait pour les personnages parce qu'il y avait des thèmes. Et je me suis dit, non, je dois faire que quelqu'un ressente ça à cause de moi. Parce que je me rappelle encore, c'était un après-midi chez mon arrière-grand-mère qui avait la seule télé compatible à la PlayStation 1, c'est qui avait les entrées Péritel les trucs derrière. Donc, il fallait négocier avec l'arrière-grand-mère qui parlait pas français pour qu'elle te laisse sa télé un après-midi et tout. Et je vis un combat contre le dernier boss de Metal Gear Solid. Et le truc est tellement bien amené. J'ai 14 ans hein, pour mon petit cerveau à l'époque. C'est tellement bien amené, c'est hollywoodien. On te traite de soldat ultime. Tu dois affronter une machine qui fait 7 mètres de haut. Et c'est mis avec vraiment des paroles et tout. Et je sais qu'en fait, le héros se lève à un moment dans le jeu. Genre, tu vois, les trucs, les plans séquences là, où tu te lèves et il y a une sorte de T-Rex en métal qui est en face. Et je me lève dans le salon de mon arrière-grand-mère. Et je regarde la télé en mode on va se battre, Snake. Et je vis le truc. Et quand je finis le truc, je me dis non, je ne peux pas mourir sans que je fasse que quelqu'un sur Terre ressente ça. Je suis né pour ça, je dois. Et bon, j'avais déjà des prérequis, j'aimais écrire, mais voilà, donc on va dire que c'est de l'envie de storytelling, du transfert d'émotions qui a été la clé. Je suis long, je me vois beaucoup, désolé. Tu vas avoir du boulot au montage. Non, 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 c'est très bon. Le, entre le moment où donc tu as la révélation de ta vocation, je dirais en 2 temps, 3, 4 ans et puis après 14 ans, qu'est-ce que tu fais donc pour réaliser cette vocation? Donc en passant par tes études, quel est le cursus que tu as suivi? Bon, entre 4 et 14 ans, j'avais pas vraiment d'ambition pro, hein. C'était plus. Tu es un. C'est quoi? Alors, je suis né à Douala. Donc, j'ai eu la chance ultime, beaucoup de chance, d'être né, on va dire, d'un père extrêmement scientifique. Je crois que j'ai le père qui a la plus grosse collection des éditions de Sciences et Vie au Cameroun. Donc, très scientifique, et d'une mère qui était très spirituelle. Donc c'est quelqu'un voilà, qui à 8 ans m'a donné l'alchimiste à lire, ce genre de choses, et avec qui jusqu'à son départ de cette terre, on avait des grandes discussions sur le sens de la vie. Donc ce double aspect, la scientifique et autres, ça a été un peu mon enfance. Bon, après, on est allé vivre à Yaoundé,
Et je suis en fait passé finalement par mon école primaire par deux êtres d'exception, dont une dame qui s'appelle Maman Nono à Douala, qui était au-delà d'être institutrice, c'était vraiment une école qui exploitait des process d'éducation très innovants. Donc, ce qui fait que nous tous, on savait lire à moins de 2 ans, on lisait déjà très fluidement. Mais elle faisait beaucoup d'expériences d'éveil. C'était quelqu'un d'avant-gardiste. Et j'enchaîne après l'école primaire chez un monsieur qui s'appelait aussi Monsieur Bébé, qui lui avait le même truc, c'était un passionné du cerveau humain. Donc au-delà de juste l'école, on a vraiment beaucoup d'incentives qu'on reçoit même inconsciemment parce qu'il avait baigné notre subconscient du devoir envers la communauté, du besoin de trouver sa mission de vie. C'est quand tu y repars adulte que tu vois ce que tu lisais sur les murs et qui mine de rien ton setup en fait. Tu crois que ça vient de quelque part. Donc voilà, après Lieberman et après Sacker, après la puberté, tout ça. Mais l'envie d'être pro est venue plus tard à la fac. C'est à la fac que ça a émergé. Il y a eu plusieurs étapes, hein. C'était en dents de scie, mais le déclic de créer un studio pro, c'est en 2013. Et là, je crois que j'ai quoi, 28 ans? Ouais, 28 ans par là. Mais tu as fait des études en quoi? Développement, informatique. Développement, oui. Je rêvais d'être écrivain. J'avais écrit un roman à 19 ans qui avait d'ailleurs gagné un prix. C'était un truc sur l'âme sœur. J'étais très torturé romantiquement. Donc c'était un truc sur l'âme sœur, mais c'était écrit, on va dire, un peu avec beaucoup de... C'était plus la quête existentielle derrière. Ça avait gagné un prix, mais ma mère m'avait dit, voilà, pour être écrivain et vivre de son écriture, mon ami. Donc je voulais faire informatique en me disant que, bon, j'adore les ordis. Donc ce serait mon métier alimentaire et je continuerai d'écrire à côté. Finalement, le jeu vidéo me donne la chance de faire les deux. Donc j'adore développer et écrire, donc j'écris nos univers et je les code en plus. Donc j'ai fait des études en informatique. Oui? Quel est le lien que tu fais donc entre, a priori le lien est très fort chez toi, et même ça s'est donné même par tes parents, donc un père scientifique, une mère très orientée vers la spiritualité, et donc a priori ça se retrouve dans ton univers. Comment donc tu crées la jonction entre ta quête spirituelle, ta quête existentielle, et est-ce qu'on peut appeler ça une quête matérielle, ou on va dire ton incarnation physique dans le monde phénoménal, là, il faut gérer des réalités physiques. Comment tu allies les deux? Oh, c'est l'équation de toute une vie. Je ne dirais pas que je réussis, mais j'ai la chance de faire un métier qui me permet de le faire, mais comment est-ce que je la lie? Déjà, Kiro World a été, enfin Kiro Games, pardon, c'est l'écosystème. Kiro Games, ça a été, euh, ça a été une rébellion spirituelle même déjà d'ouvrir le studio. Parce que ma première entreprise faisait dans le web, donc on faisait des sites web, et ça ne marchait pas. Donc c'était le Cameroun, tu fais des trucs, tu livres, les gens ne te payent pas. Donc on était en 2012, j'étais déprimé, j'étais brisé même, je dirais. Et tu vois, j'avais beaucoup de livres sur conversation avec Dieu, la clé, la loi d'attraction, toutes ces choses que tu lis, qui à un moment tu te dis, ça marche pas pour moi, ça marche pas pour l'Afrique. C'est pas vrai finalement. On est potentiellement. J'avais une grosse peur. Je me disais, mais est-ce que Dieu ne nous a pas créés pour qu'on soit les gazelles des lions? C'est-à-dire, est-ce que nous, les Noirs, on n'est pas censés être la gazelle qui nourrit ses préférés sur Terre? Et que justement, j'ai une forme de. À quel point est-ce que les gazelles croient vraiment qu'elles sont tranquilles dans un environnement? Et c'est un gros thème d'ailleurs de ma quête interne. Est-ce que je peux faire confiance à Dieu sur ce coup-là? Et j'ai eu une discussion, on va dire, avec moi interne. On est en décembre 2012, novembre 2012. Je sais que je vais abandonner l'entrepreneuriat parce que je sors d'un contrat qui nous a torturés, 8 mois sans salaire, un gars qui nous a torturés pour payer nos factures, il fallait qu'on lui paye en avance, qu'on lui donne sa quote-part alors qu'il, voilà, le pays en fait. Et je me dis, j'ai plus l'énergie de vivre ça, je vais abandonner. Et une voix me dit, s'il faudrait que tu abandonnes, il faudrait peut-être que tu essayes d'appliquer toutes ces lois que tu as apprises de la vie, mais sur quelque chose que tu veux vraiment faire, de telle sorte que si on réussit, tu ne douteras plus jamais que c'est possible. Donc je me suis donné genre 3 mois
en mode d'éveil très, très, très évolué. Genre, je ne vais pas douter, je vais faire. Chaque fois qu'il y aura un pas, je vais le faire, même si je ne sais pas où ça mène. Et je vais essayer d'ouvrir un studio au Cameroun. Bon, il y avait évidemment une analyse marché derrière, une opportunité qui était liée aux jeux sur Internet, qui commençait à pouvoir. On s'est rendu compte qu'on pouvait faire des jeux n'importe où sur Terre et les vendre dans le monde parce que les jeux se vendaient en digital. Et c'est là où vraiment, je dirais qu'en un an, donc je quitte de décembre 2012, novembre 2012, j'ai pas un sou littéralement, mais on vit des trucs rocambolesques jusqu'à ouvrir le studio en novembre 2013, littéralement. Et le truc a tellement évolué, mais c'était beaucoup, beaucoup de moments d'éveil. Et jusqu'à aujourd'hui, tout ce qu'on a accompli, j'aime souvent dire aux gens que l'entrepreneuriat, la technique, les process, la planification, il faut les avoir. La compétence et la discipline aussi. Mais c'est finalement 30% du process. 70% du process va se baser sur qui vous êtes intérieurement, comment tu vois la vie. Et d'ailleurs, c'est le gros challenge dans le studio aujourd'hui que tout le monde, moi inclus, on vit. Je leur dis, les gars, il faut qu'on change notre état d'être. C'est le truc. On est où on est parce qu'on a eu un état d'être qui nous a amenés jusqu'ici, mais ce n'est pas lui qui nous amènera à la suite. Et j'ai une phrase, peut-être que j'ai été long pour arriver à là, donc peut-être dans ton couple, mais j'ai une phrase qui donne la jonction. La prière, la visualisation, les vibrations, ça va t'apporter l'opportunité. La compétence et non, l'ambition te permettra de l'avoir, parce qu'il y a plein de gens qui prient et qui ont l'opportunité, mais pas l'ambition de la saisir. C'est l'ambition qui te fait la saisir. La compétence et la discipline vont te permettre de livrer, parce qu'il y a des gens ambitieux, mais qui ne se donnent ni la compétence ni la discipline après d'exécuter ce qu'ils ont dit. Et ensuite, c'est l'amour qui permet que tu profites des fruits sans être seul dans des fruits avec des gens que tu apprécies, pour que ce ne soit pas seul au sommet d'une tour. Donc voilà un peu pour moi aujourd'hui la jonction entre le spirituel et le physique, que je ramène aux affaires et dans ma façon d'aborder la vie. C'est la première fois que j'entends ça. C'est très C'est impressionnant. C'est la première fois que j'entends ça. 15 ans, Quelqu'un qui 15 a ans. une... Ça m'a pris 15 ans pour le résumer comme ça. Parce que j'ai des notes où je trouvais, je me disais c'est quoi la prochaine étape. J'ai compris qu'il y a la prière, truc. Mais après, j'ai vraiment trouvé l'équation. Car en fait, c'est Non, ça. C'est-à-dire, tu as l'opportunité, ensuite, il faut être assez ambitieux pour le prendre. Ce qui demande de s'aimer soi-même, on ne dirait pas. Mais pour nous, Africains, c'est dur. Le nombre de gens qui ratent les opportunités parce qu'ils ne s'aiment pas, c'est intéressant. Moi inclus, hein, d'ailleurs. Je travaille encore à m'aimer, contrairement à ce qu'on pense. mais avoir poussé aussi loin l'intrication entre le monde matériel et le monde spirituel, c'est la première fois que j'entends ça. Généralement, l'une des problématiques que nous, on veut adresser avec K-Expertise, c'est le fait que, et beaucoup en Occident, il y a une véritable, il y a comme une scission entre le monde J'ai le matériel et le droit de monde boire quelque spirituel. chose, non? Parce que j'ai un peu Ah soif. oui, non, tu as le droit de faire ce que tu veux. J'ai mon jus de citron, ça c'est mon truc Ouais. même. Je fais du citron tout le temps. Donc, il y a une vraie scission, c'est vraiment une dichotomie complète entre la vie matérielle et la vie spirituelle. Les gens, quand ils parlent business, genre c'est business, c'est sérieux. Et quand c'est sérieux, c'est que l'aspect matériel du business. La dimension spirituelle, tu gères ça le week-end, tu vas en forêt, ou tu vas te faire 3 semaines dans un monastère, tu vas penser un peu à toi-même, ton bien-être, tu vois un peu comment ils font, comment ça se passe en Occident, tel truc. En Afrique, c'est un peu différent. Je connais moins bien, j'ai grandi en Afrique, je vais tous les 3 mois, je vais au Cameroun, j'ai mon père qui vit au Cameroun, et puis je suis profondément africain dans mon... Tu as grandi au pays, tu as grandi au pays, fini, c'est tes racines. Euh, En Afrique, je trouve que c'est un peu différent. Il y a comme une espèce de magie. C'est un peu comme la magie intervient. C'est-à-dire que le business avec la magie, entre, euh, il y a comme une espèce de pensée magique. C'est-à-dire que les gens, lorsqu'ils veulent incarner quelque chose, ils font comme si c'était déjà là. Et donc ils se comportent, ils vont prendre l'apparat de ce qu'ils veulent réaliser. Il y a beaucoup de jeux comme ça. Je le retrouve aussi un peu en Occident. Par exemple, en Amérique du Nord, ils appellent ça fake it until you make it. Donc, tu vois, tu te mets dans l'habit. Bon, il y a beaucoup de jeux d'images comme ça, etc. Mais fondamentalement, et je vois qu'en Afrique, ça a beaucoup pris, alors que lorsque j'étais petit en Afrique, c'était pas comme ça. C'est parce que j'entends peut-être que j'avais le regard d'un enfant.
Mais l'Afrique est aussi très très gangrénée par l'argent, l'aspect matériel, l'aspect visible. Or, nous, en tant que réalité, être humain, c'est double, être humain, avec un trait d'union. Être, c'est notre dimension spirituelle. L'humain, c'est la dimension incarnée. Le lien entre les deux, c'est ce lien d'amour dont tu parles. Il faut que les deux communiquent. Il faut que ça ait du sens sur les deux plans. En Occident, on a tendance, avec la révolution scientifique, on a tendance à croire que non, on peut se passer même du spirituel. Que finalement, juste, on gère l'aspect matériel, on va être heureux avec ça. Il y a plein de gens en Occident qui sont très malheureux. Pourtant, matériellement, ça roule. Mais il n'y a pas d'assise intérieure. Il n'y a pas de question sur le sens. Et quand ils se posent la question, c'est comme séparer. Tu fais ça en douce le week-end, la semaine, tu fais ton matériel. Et puis, c'est vraiment deux boîtes étanches qui ne se parlent pas. Donc, rencontrer quelqu'un qui a ce niveau de réflexion, en plus tu es jeune, qui a ce niveau d'avancement de réflexion et qui lâche pas ni l'un ni l'autre. Et puis et c'est inscrit même dans ta naissance. Dès les parents, tu as des parents, la science, c'est la science, c'est du dur, la science pense le monde phénoménal. Et à côté, tu as une mère qui te donne l'amour et la dimension spirituelle. Donc tout de suite, tu es dans ce métissage et dans ce travail de jonction. C'est vraiment très rare. Moi, c'est tout ce que je recherche avec Expertise. C'est ce genre d'entrepreneur. Et pour moi, à terme, c'est d'amener que tous les entrepreneurs... Bon, d'abord, il y a des entrepreneurs qui ne se posent pas du tout la question, ils sont purement dans le monde matériel, je n'ai pas de problème. Mais ceux qui commencent à être à la jonction, qui se disent, et même ceux qui sont successful, comme ils disent là en Amérique du Nord, dans le monde matériel, mais qui à un moment, ils se disent, ah, j'ai tout réussi, mais ça ne le fait toujours pas. Il y a un manque. Ouais. Ben là, ils commencent à avoir une maturité pour se dire, il y a peut-être autre chose qu'il faut commencer à regarder, qui je suis, et comment j'incarne ce que je suis dans mon entreprise. Je Parce que crois ce que qui est les fondamental, Rockefeller, ils ont eu ça. Mhm. Pardon? Je crois que la génération de Men Who Built America, quand tu regardes Rockefeller, Carnegie et l'autre, quand ils ont fini de se faire la guerre et que le premier du trio est mort, là. Donc, ils étaient trois hommes les plus puissants d'Amérique, là. Je crois qu'un est mort, ils se sont retrouvés au cimetière et ils sont entrés en délire du genre, merde, on va mourir en fait. C'est là ils sont entrés dans le truc de la philanthropie. C'est-à-dire les trois quarts de leur vie se sont battus pour être le plus riche. Et la dernière truc, c'était en mode on verra celui qui ouvrira le plus d'universités, le plus de fondations, parce que finalement, au final, gars, on va tous finir là en bas. Donc je comprends bien ce que tu dis, enfin, je le vois comme ça. Ok. Et il y a Et d'ailleurs donc, un truc intéressant, c'est sur l'initiation humaine. Tu vas voir qu'il y a le modèle de la cigale et la fourmi, si tu remarques bien. C'est-à-dire qu'il y a la... On connaît le conte de la cigale et la fourmi, c'est-à-dire la cigale qui ne pense qu'à s'amuser et qui n'est pas prête pour l'été. Et tu as maintenant la fourmi qui, elle, est une bosseuse, ne profite pas du tout de l'été, mais est prête pour l'hiver. Ce qui est intéressant, c'est que j'ai un peu complété l'histoire, ou du moins j'ai fait des recherches qui m'ont permis de compléter l'histoire. Je me suis rendu compte que les deux animaux représentent deux axes du même problème. L'Afrique, par exemple, on est beaucoup cigales. C'est-à-dire, nous, on sait être dans le moment présent, ouais, mais quand l'hiver arrive, on est toujours paumé. Ça, c'est notre défaut, on est de grandes cigales. L'Europe, ce sont de très bonnes fourmis. C'est-à-dire, enfin, l'Occident, c'est, voilà, on ne profite pas de l'été, mais on est prêt pour l'hiver. Et souvent, dans l'histoire, on a tendance à voir la fourmi comme la bonne personne, mais en fait, si tu remarques bien, la fourmi, pendant l'hiver, elle bouffe de la nourriture pourrie, congelée, pourrie, et elle est seule dans son trou, symboliquement, j'entends. L'insecte qui finalement représente la maîtrise, c'est l'abeille. C'est-à-dire l'abeille, c'est l'insecte qui est capable finalement de chanter pendant qu'elle travaille. Donc, elle profite de l'été, mais elle travaille et elle te produit quelque chose, c'est-à-dire le miel, qui est littéralement l'or organique, ça ne pourrit pas. Donc pendant l'hiver, l'abeille est en train de manger de la bonne nourriture et elle vit en ruche et tout ce que tu veux dans le conte philosophique complété. Et je m'étais demandé pourquoi est-ce que les humains qui ont fait cette image n'ont pas parlé de l'abeille et de mes propres recherches. Je m'étais rendu compte que parce que c'est compliqué de créer des abeilles du premier coup. Ça avait un grand débat avec ma femme sur l'éducation de nos enfants. Je crois que initiatiquement parlant, on s'est rendu compte que c'est plus facile de convertir des fourmis à devenir des abeilles que des cigales à devenir des abeilles. Parce que quand tu vas apprendre à la cigale qui sait s'amuser, de vouloir apprendre à travailler, souvent elle est plus résistante. Pourtant, de l'autre côté, celui qui n'a eu que la partie pénible, finalement, est souvent plus à même. C'est-à-dire c'est plus facile de convertir des Européens
à la spiritualité après qu'ils aient réglé les problèmes de nourriture qu'un Africain qui est peut-être spirituel mais qui n'arrive pas à entrer dans le monde de la compétition et de la compétence, souvent, la partie terre à terre. Moi, c'est ce que je vis au truc et je cherche, et un des gros travaux que j'accomplis à longueur de journée, c'est de trouver les astuces qui peuvent convertir le maximum de cigales en abeilles. Idéalement en évitant le plus possible le côté toxique de la vie de fourmi, que crois-moi, j'ai fait comme erreur aussi. Et ça, enfin. Et tu vas demander aussi comment est-ce que je rejoins les deux. Kiro, ça vient de l'expression Kiro Maono en Swahili qui veut dire vision spirituelle. Tu verras que sous le logo, on a un sigle qui dit Gamer Spirit Design. C'est-à-dire qu'on fait des jeux dans l'esprit des gamers, donc pour des gamers, mais on fait aussi des jeux pour l'esprit des gamers. Et nos histoires, c'est-à-dire je combine le côté, quand tu joues à Orion, tu lis la BD, tu as de l'action, tu as du combat. Honnêtement, tu es satisfait, tu as de l'action au niveau... bon, en tout cas, il bastonne, il bastonne. Par contre, au niveau des dialogues, au niveau de l'écriture, de ce qui se dit, Orion, c'est l'histoire sur la quête du sens de l'humanité. Littéralement, c'est-à-dire en fait, c'est quoi être humain. Et c'est drôle parce qu'en écrivant l'histoire, l'héritage des Coriodanes, on était vraiment dans notre propre quête. Quelle est la réponse que l'Afrique peut apporter au monde? C'est-à-dire quand on écrit les personnages, c'est des gens qui vivent dans une cité idéalisée. Donc la Zama, leur cité, c'est l'Afrique idéalisée. Un lieu où l'humanité a réussi l'amour inconditionnel. Il n'y a pas de tribalisme, pas de racisme. Tout le monde est... Ils l'ont réussi. Ils ont bossé dessus. Ça leur a pris des siècles, mais ils l'ont fait. Maintenant, ils étaient trop renfermés et du coup, ils n'ont pas exploré et tout. Et ils se font, on va dire, annexer littéralement. Donc au début de l'œuvre, tu as le héros et sa femme qui se font exiler. Déjà par le beau-frère, donc c'est très africain, on va dire, coup d'État, ça vient toujours d'un proche. Un beau-frère qui a l'air d'être écrit pour juste vouloir le pouvoir, mais qui lui vient de l'extérieur et comprend que, en géopolitique, il a quelque chose que le monde veut. Et vous n'avez tellement pas compris les enjeux que vous êtes là à croire qu'on va rester. Vaut mieux choisir notre allié que de continuer d'être dans notre bulle. Mais vous ne le comprenez pas, donc je prends le pouvoir. Bon, le jeune roi, lui, vient d'être couronné, donc c'est les notables qui géraient ça. Lui, il n'est même pas au courant. Donc quand il découvre le monde, son premier truc, c'est non, je vais chercher un allié qui m'aide à récupérer mon pouvoir. Ça, c'est l'Afrique post-coloniale. Du moins, c'est la génération de Sankara et autres. C'est ce que le héros est dans la première phase du jeu. Je veux retrouver Zama, il faut que je reparte, devenir roi, et tout et tout. Ça, c'est nous qui voulons récupérer la souveraineté. Pendant qu'il voyage, il réalise à quel point géopolitiquement le monde est complexe. C'est-à-dire, il réalise à quel point l'économie, le truc, et auquel il n'était pas du tout préparé à ça. Et là, il se dit, en fait, le problème, c'est plus de rentrer être le roi de Zama, c'est une fois que je rentre, comment est-ce que je prépare mon peuple à avoir une place là-dedans? C'est-à-dire, qui est-ce que nous, on va être? On va être l'allié de qui? De l'Est, de l'Ouest? Parce qu'il y a toutes ces tribus qui sont africaines même dans le jeu, mais qui représentent les courants de pensée, trucs. Et donc voilà, ensuite, maintenant, ça devient vraiment ça la question. Et il a aussi la question de, mais pourquoi mes ancêtres ne savaient pas que le monde était comme ça dehors? Et ils fouillent et ils fouillent et ils se rendent compte qu'en fait, à la fin, là, je te spoil la fin, en tout cas l'héritage de Coriodan, parce que c'est une trilogie. À la fin, ils se rendent compte que non, ses ancêtres viennent effectivement du monde extérieur. C'est-à-dire, Zama, en fait, est né. Il y a eu des gros génocides tribaux entre les tribus principales. Et la cité de Zama, c'était les gens de différentes tribus qui voulaient vivre ensemble, qui se sont exilés. Et qui ont bossé pendant des années pour surpasser le côté, oh, toi tu es un Boja, toi tu es un Isao, c'est vous qui nous avez tués quand on était... Pour vivre ensemble. Ils ont vraiment créé le vivre ensemble. Mais leurs ancêtres savaient que tôt ou tard, on va venir vous dégommer, les gars. Parce qu'effectivement, le monde va vous rattraper. Mais on vous fait confiance pour que vous puissiez rapporter la réponse de l'harmonie que nous on a créée. Que vous puissiez être la preuve que c'est possible et que vous trouviez, et que être un Coriodan, finalement, c'est se battre pour que cette harmonie-là, qui est l'harmonie née de la somme des chaos, ça c'est l'héritage africain le plus profond que j'ai trouvé la réponse littéralement en écrivant la fin de l'œuvre. C'est l'harmonie chez nous. Si tu n'as pas de tissu africain, c'est dommage, aujourd'hui du moins, pas une forme. Si tu remarques bien, l'art occidental est très lié à, enfin même la théorie euclidienne, c'est tu prends des éléments qui sont ordonnés, donc divise pour régner, c'est-à-dire tu fais des petits éléments ordonnés et tu les unis ensemble, si tu remarques bien.
Que ce soit dans l'art ou quand tu regardes du Picasso, c'est des formes un peu ordonnées qu'on ramène. Si tu remarques maintenant, l'art africain, c'est intéressant parce que c'est en fait des formes chaotiques quand tu les prends individuellement, mais qui, quand tu les mets ensemble, donc quand tu regardes nos tissus, nos fresques, mais quand tu les mets ensemble, ça te crée une harmonie. Et c'est en fait ça, le code, notre Da Vinci Code à nous, qu'on nous a laissé. Genre, on va tout vous prendre, mais ceux qui pourront lire ce truc vont le lire. Et c'est littéralement ce on leur explique à la fin du jeu. L'harmonie naît de la somme des chaos individuels. Et c'est d'ailleurs une des façons que j'utilise pour gérer le studio, même pour créer certains algorithmes, parce qu'il y avait des moments où on n'arrivait pas à monétiser, la technologie ici est tellement désordonnée. Et je me suis dit, arrête de vouloir que tout prend les chaos, donc prend les gens. Excuse-moi, je me parle beaucoup, mais c'est que, bon, c'est 10 ans de vie que tu me demandes de résumer. C'est, il y a, euh, il y a un moment où un monsieur, j'avais payé une sorte de thérapie de groupe pour toute l'équipe. Parce que oui, tout le monde pour travailler en Afrique, on est tous détraumatisés. Si tu es artiste, toute ta vie en général, tu as entendu que tu ne dois pas dessiner. Donc quand je recrute un artiste, c'est un être traumatisé que je prends. Et qui du coup, il n'a pas confiance, il fait des transferts. Si tu lui dis qu'il dessine mal, lui, il revit le trauma de son père qui lui dit qu'il est nul. Bref, j'avais payé une thérapie. Et le gars qui nous gérait en thérapie me disait, secret professionnel, je ne peux pas te dire ce que les gens me disent, mais je dois faire mon feedback. Vous êtes tous des traumatiques. Il se disait, mais je ne sais pas comment vous faites pour vous lever le matin. Parce qu'il dit que quand les gars éclataient en thérapie de ce qu'ils ont vécu comme sévices, comme trauma, il se disait, mais comment ce sont ces gars qui arrivent à produire ce que nous on voit là? Et je lui disais justement parce que dans la façon dont on se gère, c'est la somme de toutes ces imperfections que nous sommes qui finalement donne quelque chose d'harmonieux. Et évidemment, l'idée étant qu'on arrive à être plus humain, plus épanoui, mais aujourd'hui, c'est le, c'est la clé que je pense que Hero Games, Hero même, peut apporter au monde à travers le storytelling des jeux, des BD, des films qu'on fera. Et je pense qu'une partie de l'humanité en Afrique et hors d'Afrique attend ce message. Pour lequel, voilà la raison pour laquelle je fais, entre autres, ce truc. Je suis à un stade où je peux aller bosser pour une multinationale. Je vivrais tellement mieux ma vie individuelle. Mais bon, c'est la mission que j'ai demandée et je ne peux pas la lâcher. Alors, Mais ce serait bien que tu me la facilites quand même, toi là, ou toi à l'intérieur, selon où on regarde. alors, il y a deux Excuse-moi, choses je à suis très dire. long, mais voilà. Non, 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 c'était pas long. Prends ton temps. Là, il y a la contradiction qui sort. Là, ça me fait penser à Hegel, là, la contradiction était un moteur d'existence pour lui. Mais là, il y a des Paradoxe. Je utiliserais plus le thème des paradoxes. Alors, alors la première chose. Donc là, ce que tu as l'air de dire, je vais voir si je comprends bien. Si je regarde le christianisme, par exemple, le Christ, c'est un homme sur une croix. Donc la souffrance est une clé. Et si je prends le bouddhisme, par exemple, le Bouddha, la première remarque qu'il fait, c'est que tout n'est que souffrance. L'existence est souffrance. La souffrance est vraiment la clé, aussi bien dans le bouddhisme que dans le christianisme. Maintenant, Bouddha, lui, veut résoudre le problème de la souffrance. Jésus aussi, je pense, dans la symbolique, qu'on y croit ou qu'on n'y croit pas, peu importe. Vraiment qu'on comprenne la symbolique de ce qu'il dit. Et dans les deux cas, c'est à la fois un moyen d'éveil, parce que c'est en s'éveillant à la souffrance que Bouddha va chercher à répondre à la problématique de la souffrance. Mais en même temps, le Christ, lui, c'est en souffrant qu'il expie le monde des péchés qui sont responsables de la souffrance. Et donc, dans ce que tu dis, il y a c'est comme si la créativité ou bien la compréhension de soi passait forcément par l'expérience de ce chaos, de ces traumas qui engendrent de la souffrance, mais qui engendrent aussi l'esprit créatif. La libération d'un esprit qui va transcender toute cette problématique-là. Là, par exemple, moi, je suis très orienté dans mon cheminement, ce qui correspond le plus à où j'en suis spirituellement dans mon cheminement. Ça va être, on va dire, l'Advaita Vedanta, des affaires comme ça, donc le rapport direct, avec l'expérience directe en fait de ce qu'ils appellent l'absolu. Et l'un des principes, c'est d'accepter d'abord le réel tel qu'il est, en bon comme en moins bon. C'est-à-dire que du bon vient avec du moins bon, ça va ensemble. Si tu acceptes qu'une partie, tu veux que avoir de la jouissance et du plaisir, tu passes à côté de l'existence. Le vrai plaisir, c'est un plaisir qui transcende le binaire du plaisir qui va avec quand tu bois trop, tu as mal à la tête.
Au-delà, il y a un troisième point qui est le vrai plaisir. Mais pour ça, il faut accueillir la réalité dans sa totalité, avec son bon et son moins bon. Donc l'expérience de la souffrance est hyper importante. Il ne faut pas la fuir, il faut en faire l'expérience. Et ça fait partie de l'expérience. Et donc quand tu l'expérimentes, lui il le présente comme ça permet d'aller encore plus loin dans la connaissance de ce que tu es fondamentalement, qui se situe au-delà en fait du binaire. Ça te pousse à aller au-delà du binaire. Mais pour ça, il faut faire l'expérience du binaire. Or, on est plutôt dans une dialectique où je veux que ce qui est bien, l'autre, je veux pas. Je veux que du plaisir, etc. Dans ce cas, ça m'empêche d'aller chercher le troisième point, parce que déjà, je ne fais pas l'expérience du binaire dans sa totalité. J'accepte qu'une partie du réel. Donc, quand tu dis, j'imagine que c'était une blague, mais à partir du moment où tu définis ton existence comme un alignement parfait entre ce que tu es, ton expérience spirituelle, est aligné sur ton expérience matérielle et inversement, les deux, c'est un tout. Je me donne toujours l'idée, quand je parle à différents clients, par exemple, je leur dis, moi, le matin, quand je me lève, il n'y a pas mon esprit qui est dans la salle de bain et mon corps qui est en train de manger et mon cœur qui est ailleurs. Je suis une totalité. Donc, comment on peut créer une société où 40 heures minimum, c'est pas 80, entre 40 et 80 heures par semaine, tu passes dans un boulot où tu nourris que ton aspect matériel, le côté fourmi. Et mon esprit, mon âme, mon intériorité, on dit, ah, je vais la nourrir peut-être le week-end quand j'ai fini les tâches ménagères, etc. Tu passes l'essentiel de ta vie à dormir, à travailler. Donc si l'essentiel de mon temps, je ne le fais que sur la dimension physique, matérielle, et puis mes peurs qui vont avec, et que je ne gère pas ma nourriture spirituelle, je vais le faire quand? Je devrais avoir des entreprises qui, comme la tienne, nourrissent la totalité de l'individu. J'arrive au boulot, ça me nourrit spirituellement, matériellement, en tant que totalité, qui donne du sens entièrement à mon existence. Parce qu'au final, je passe l'essentiel de mon temps en entreprise. Et si j'ai de plus en plus de CEO comme toi, de dirigeants qui ont cette vision, et qui vont créer des entreprises donc, qui sont complètes. Donc j'ai des gens qui ne passent pas comme la fourmi, la moitié de leur vie à donc un truc, après ils bouffent de la nourriture qui est frelatée, jamais qui vit, qui rigole, jamais qui se nourrit intérieurement, jamais il y a cette petite joie, cette gaieté, c'est toujours dans la peur de manquer dans le lendemain. Donc il est clair que quand tu... Après, il est fondamental. Donc lorsque tu dis, ouais mais je vivrais beaucoup mieux dans une grosse boîte à Google X, etc., non, parce que tu ne serais plus aligné. Oui, matériellement, tu serais plus tranquille. Ok? Mais ils vont bouffer ton génie parce que tu vas bosser pour eux. Et tu vas plus te nourrir intérieurement. Donc matériellement, tu auras peut-être une grosse maison, etc. Tu n'auras plus à te soucier comme là, tu te tires les cheveux pour le cash flow, etc. Dans le combat. Mais tu es aligné. C'est là où il faut être. Et il n'y a pas de meilleur endroit. Tu es en train de réaliser la meilleure vie possible. Tu es quelqu'un de rare. Quelqu'un qui allie, moi spirituellement, vraiment la spiritualité, on aura l'occasion d'en parler, j'ai fait des vidéos aussi pour parler de mon expérience spirituelle, c'est vraiment quelque chose de très fort dans mon existence. Mais mais en même temps, la matérialité, moi je ne suis pas un esprit qui va vivre en haut d'une montagne au Tibet. J'ai une dimension matérielle, les plaisirs de la vie, je les aime. Je ne suis pas qu'un pur esprit. Et la séparation, donc je peux avoir des groupes de gens qui vont spirituellement aller très loin, mais matériellement, c'est pauvre. C'est comme un autre monde. C'est des gens un peu vivent, un peu, bon, ok. Puis après, je vais avoir des gens qui sont très très forts matériellement, qu'on voit en Occident, il y a des champions, on te parle de millions de dollars, etc. Ils vont te parler de cash flow, on te parler de scalability, tout un tas de mots. Mais quand c'est séparé de la vibe intérieure, c'est ennuyeux. Il n'y a que quand on réunit les deux que tu es capable de me parler de cash flow et de faire le lien entre le cash flow et une expérience spirituelle, ton expérience intérieure. Là, on rentre dans une autre dimension de réflexion. On rentre dans un autre niveau d'humanité. Et c'est ça que des fondateurs comme toi doivent amener. Il en faut de plus en plus. Donc, merci pour le partage. Donc, c'est ça, c'était la remarque. Donc, c'était pour dire, non... Je riais parce qu'en fait, tu as le problème du boss, du final boss du jeu, en fait. C'est littéralement la question qu'elle pose. Parce que l'Orion dans le jeu, c'est une énergie qui ne réagit qu'à qui tu es. C'est-à-dire, on a créé une énergie qui, c'est pas, tu ne deviens pas plus fort dans... L'Orion, c'est une énergie qui
Ce n'est pas parce que tu vas aller faire 10 000 pompes, 700 000 pompes, aller dans un temple sacré, que tu deviens super saiyan dans Orion, pas du tout. Tout Orionique doit trouver les piliers de son âme. Et les piliers de ton âme, il n'y a aucune règle pour établir quand ça arrive. C'est-à-dire qu'en fait, quand le maître lui explique ça, il dit déjà, on est dans un monde où on ne respecte que ceux qui ont le plus de piliers. Donc c'est vraiment une civilisation qui n'est orientée que sur la question de qui es-tu. On a écrit cette civilisation-là. Tout le monde, c'est who I am contre qui tu es. Il n'y a jamais de tu es méchant, bon, c'est moi. Et d'ailleurs, quand il se transforme dans le jeu, c'est sur des aspects de l'âme humaine. C'est-à-dire qu'à un moment, il dit je suis l'honneur des Coriodan. Et il incarne, donc il prend l'embodiment de tout ça. Mais justement, à un moment, la méchante, qui n'est même pas une méchante, mais on va dire le boss du jeu, dans la femme la plus puissante de cet univers-là, elle est en train de dire, elle a un moment où elle leur parle dans le jeu et elle leur dit, on ne peut pas sauver le monde, parce que sauver le monde signifierait qu'il a un objectif. Et elle lui fait ça quand elle lui enseigne la relativité. Donc elle provoque l'éveil de la relativité chez lui. Parce qu'il est sorti de la colère, de l'adaptation, et on lui dit non, tu as encore l'orgueil de penser qu'il y a le bon et le mal, alors qu'en réalité, tout le monde croit qu'il est bon dans son monde. Et le défi du monde qu'on a, c'est que nous sommes la seule espèce qui a été créée sans un but précis. Et que justement, notre but, c'est d'en créer un. On est libre de... Elle lui dit, le problème du monde, c'est le libre arbitre, mais je ne veux pas le supprimer. On ne peut pas sauver le monde, il faut juste le changer. Et elle dit qu'en fait, elle veut justement générer un monde où tous les humains ne seraient qu'orientés à avoir le plus grand éveil possible, plutôt que d'attendre que la chance le provoque. Et c'est là où tu tombes sur le grand, j'appelle le paradoxe. C'est, tu as à la fois le challenge en tant que leader de vouloir créer des conditions qui facilitent l'éveil. Je te dis ça, je tiens à préciser que ça fait même peut-être une semaine que je suis aligné sur la question. Hein, parce que le niveau de dissonance mentale que je vivais, comme tu dis, la torture entre moi qui veut créer un écosystème, un genre, et les gens qui ont l'impression d'y résister, de ne pas voir le bien que je veux faire dedans, c'est maintenant que je comprends que non, en fait, il y a une forme de... Ton boulot en tant que leader, c'est finalement de proposer un écosystème qui déjà idéalement garantit la dignité et la justice, mais que quelque part, il faut que tu comprennes à quel point les aspirations humaines sont diverses et que c'est le but du jeu. C'est-à-dire à quel point les humains ne voudront pas faire la même chose, vont changer entre-temps, et que finalement, c'est plus une question de jouer une musique. Je vais te montrer quelque chose, si tu permets, je vais être très rapide. Allez, allez. Est-ce que tu peux permettre que je partage mon écran? Oui, oui. Je vais te montrer un peu un truc très rapide sur les... Parce que quand tu dis que je suis aligné, ma femme elle va rigoler, parce que tous les matins, elle me dit à quel point je ne suis pas aligné. Et elle a raison, parce que je suis aligné sur beaucoup d'axes, mais sur là où je vais, je suis encore en train de struggle, parce que voilà, mine de rien... C'est bon, tu dois m'autoriser le partage en fait. Je crois que tu dois me donner le droit de Bon? partager. Je sais pas comment ça se fait. One can share at a time. Ouais, tu peux. Non, toujours pas. Alors, je sais pas comment on fait. Je sais pas si tu fais un clic droit sur moi et tu te dis autoriser peut-être le partage. Ah, attends. C'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, je vais partager un petit truc que j'avais exposé sur le parcours du studio. Mais je vais te montrer un peu les erreurs que j'ai faites. En fait, voilà toutes les erreurs de culture que j'ai faites dans le studio et où je suis arrivé, par exemple, qui montrent un peu ce truc-là. C'est-à-dire, dans tout le chemin qu'on a fait, les trucs, je me suis rendu compte que quel est finalement si je peux dire presque l'égrégore, et ça rejoindra d'ailleurs ma compréhension du sacrifice du Christ, parce qu'on n'est pas obligé de souffrir pour s'éveiller. J'ai un cofondateur qui, lui, a été éveillé par éducation. C'est-à-dire un peu comme... c'est-à-dire on est arrivé aux mêmes conclusions, du moins, même niveau de conclusion, parce qu'on ne voit pas la vie pareil. Mais moi, mon chemin était très lié au trauma. Moi, je suis un traumatisé. Je me suis longtemps éveillé par trauma. Lui, il a beaucoup été éveillé par éducation, ce que j'espère que mes enfants vont être. Et justement, c'était intéressant d'ailleurs, on a mis ça sur des personnages dans le jeu comme dialogue. Mais pour revenir, en fait, j'ai fait plusieurs erreurs de leadership en créant le studio. Quand on crée le studio en 2013, on est fauché, on est des gars qui sortent de la misère, on est dans le niveau de scarcity mindset, il est au top.
Du coup, je me dis, enfin, même pas je me dis, moi j'y crois, je crois à ce que j'appelle la terre promise. Donc je me dis, les gars, on sort de chez Pharaon, on va arriver dans un coin, là, on va sortir notre jeu et on va réussir, on va exploser le score et on ne souffrira plus jamais de nos vies. Ça, c'est effectivement Moïse qui sort de la terre promise avec les Juifs qui sont esclaves. Et quand j'étais gosse, je me demandais toujours, mais pourquoi, dans la symbolique de cette histoire, qu'elle soit vraie ou pas, pourquoi Dieu refuserait à des gars qui ont déjà tellement souffert l'esclavage d'aller vivre leur meilleure vie dans la terre promise et ils les torturent 40 ans dans un truc qui finalement prend 6 semaines parce qu'ils ont refusé de cogner au sol, je sais pas. Mais après, quand j'ai commencé à gérer les hommes, j'ai compris le problème. Quand des gens estiment qu'ils ont trop souffert, le problème c'est que la vraie vie n'est pas il n'y a pas de happy end, il n'y a que des cycles. C'est-à-dire, quand tu arrives à la terre promise, il y a les Philistins, il y a tout ce qu'il y avait à conquérir. Là. Bon, après, c'est un débat parce que les Philistins n'avaient peut-être rien fait pour mériter ça, mais voilà, on se comprend. Et le problème, c'est que les gens qui avaient le mindset de loser, de je sors d'Égypte, ils ne pouvaient pas parce qu'ils allaient arriver et se plaindre. Et dire... Donc, il fallait que ce soit les enfants qui sont nés dans le désert, qui eux sont libres, qui comprennent le fait qu'on doit gagner sa vie et pas qu'on te donne à manger, qui entrent dans la terre promise. Donc du coup, on sort notre jeu en 2016, on a le succès technique, reconnaissance, mais on n'a pas le succès financier. Le mindset du studio est explosé, tout le monde démissionne parce que ce n'était pas la terre promise. Du coup, je fais une autre vague de recrutement et là, je fais le Valhalla. Je lis sur le Infinite Mindset Culture, comme tu dis là, le fait que la vie est une lutte infinie et que maintenant, on doit s'apprêter après chaque bataille à repartir pour la prochaine. Et effectivement, notre capacité à absorber les échecs était devenue très bonne. Donc vraiment, les gars, on avait un échec, on évoluait. Mais tu ne peux pas être en guerre toute ta vie et être... Dès que le burn-out mental, c'était toxique. C'est-à-dire, tu ne peux pas être estimé que tu es en guerre contre le monde et tu évolues. Du coup, ça aussi, ça a été un échec parce que, voilà, les gens... Ensuite, je me suis dit, bon, je vais créer une entreprise où ça va être kumbaya. C'est-à-dire, je vais mettre l'humain au centre, je veux que tout le monde sente humain. C'est là où j'ai payé la thérapie d'ailleurs. Et là aussi, autre échec. Parce que ce qui s'est passé, c'est que comme tout le monde sont des torturés, c'est devenu une boîte où tu ne pouvais plus avoir aucun rendement parce que tout le monde te ramenait ses traumas à la gueule. C'est-à-dire, quel que soit ce que tu faisais, c'était ouais, mais voilà, tu avais promis notre bien-être, finalement, dans cette boîte, c'est comme partout ailleurs. Et... Bref, c'était de la merde. Du coup, ça m'a pris du temps et j'ai trouvé la formule qui, aujourd'hui, fonctionne. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Je te le dis là, mais je t'épargne les nuits blanches, les chaos humains et tout, mais finalement, je me suis rendu compte que finalement, on n'est pas des voyageurs, on n'est pas des guerriers, on n'est pas des trucs, mais la musique. La réponse est venue de la musique. Et c'était drôle parce que 6 ans plus tôt, j'avais écrit dans Orion que la vie est une mélodie des possibles. Tu vois, il y a des trucs que j'écris, moi, je les comprends 5 ans plus tard. Déjà, j'aime souvent dire que j'écris, je ne suis pas un créateur, je suis un journaliste. Donc moi-même, je fais des... Je reçois des trucs que je comprends moi-même plus tard. Donc là, je me dis, en fait, non, il faudrait que je parte sur de la musique. Et du coup, en fait, dans le studio, je leur ai dit, la musique, ça a un avantage. Déjà, ça nous met dans un état infini parce que il n'y a pas un concert qui est le concert final. Si vous avez fini de jouer en 2020, il faudra s'apprêter, se reposer, s'apprêter pour le concert de 2022. Donc, mais ça vous met dans un truc comme quoi on n'est pas là pour un final moment, c'est un cycle avec des phases de production, repos. Puissance, parce que si tu joues bas, personne n'entend ce que tu fais. Donc quand tu joues, il faut être puissant. Harmonie, parce qu'effectivement, si vous n'êtes pas coordonné, voilà, votre musique, elle est moche. Si une seule personne joue mal, il gâte le son de tous les autres, ce qui est littéralement notre cas ici. Tu finis de faire un truc, si un seul gars rate un dessin, un code, il gâte notre boulot à tous. Créativité, ça va de soi. La discipline aussi, parce que la musique, finalement, ça te demande d'être très discipliné. Team building, synchronisation. Et la musique, on le comprend beaucoup mieux dans notre ADN africain. Tu expliques le Valhalla aux Africains et autres, c'est contre-vibrationnel, si je peux dire. Et le self-leadership, très important. C'est-à-dire vraiment le niveau de self-leadership quand tu joues ton propre violon, parce que si tu n'as pas amené ton matériel et autres, tu ne vas pas t'asseoir au truc. Donc ça, c'est le modèle mental aujourd'hui que j'ai donné au studio. Ça marche aussi avec les équipes de foot. D'ailleurs, j'ai travaillé avec le monsieur, là, Yol Paul. Il est au Canada, d'ailleurs.
Et il a un cabinet de RH. Paul, c'est une autre histoire, mais c'est très long, parce que lui et moi, on se connaît depuis que je suis à la fac, depuis que j'ai 18 ans. Aujourd'hui, c'est littéralement quelqu'un qui m'a sauvé la vie. Aussi à la fac, il était littéralement un grand frère qui me coachait. Mais finalement, même avec mon entreprise, aujourd'hui, il continue de m'accompagner. Et on a bossé sur ce modèle-là ensemble. Ça marche aussi avec le foot, hein. Je leur parle souvent de... Il faut être le joueur à qui j'ai besoin d'être un attaquant. Tu dois me faire des passes à l'aveugle. Donc il faut qu'on soit synchrone, discipliné. Et tu peux gagner la Champions League il y a 2 ans, mais voilà. Mais donc, c'était pour répondre à ta question de la souffrance. Est-ce que la souffrance est nécessaire? Ça dépend d'où tu pars, je pense. C'est-à-dire, je pense que elle n'est pas obligatoire. L'effort, oui. Je pense que oui, il faut de l'effort. Ça, oui. Pas forcément de la souffrance. L'effort n'étant d'ailleurs pas, oui, j'insiste, parce que même moi, mon ego tend à les mélanger. La souffrance n'est pas obligatoire, mais selon à quel point la co-création autour de toi, parce qu'il y a cet aspect de ta création individuelle, et il y a quelle est la co-création qui est autour de toi, c'est-à-dire au Cameroun, nous sommes dans un égrégore de co-création très négatif, et ça a des influences finalement que tu le veuilles ou non, comme une sorte de musique de fond, qui même si tu impliques ta musique, il faut, euh, il faut prendre ça en compte. Et ça peut générer de la souffrance. Maintenant, le principe de l'harmonie dont je parlais, qui naît de la somme des souffrances, venait du principe que quand vous êtes dans un tel environnement de souffrance, utilisez-la pour recréer de l'harmonie. Et au fur et à mesure, ça régénère de l'harmonie naturelle qui élimine au fur et à mesure la souffrance non nécessaire. C'est d'ailleurs mon analyse personnelle du Christ. C'est-à-dire que est-ce que Dieu avait besoin de voir son fils se faire fouetter sur une croix, tout ce que tu veux? Non, pas vraiment. Je pense qu'en fait, Jésus, qu'il ait existé ou pas, ou que ce soit juste une fable métaphysique, qu'importe, mais moi j'y crois, mais je pense qu'en fait, il a réussi à faire d'une pierre plusieurs coups. Il y a 10 000 axes de lecture de sa vie qui sont là en fait pour nous guider. Et bon, pas parce qu'il est le seul fils de Dieu, on est tous des fils de Dieu, on se comprend. Mais il y a un côté, des recherches que j'ai faites en tout cas, hein, je peux me tromper. Je pense qu'il y a 2000 ans, l'humanité dans toutes les écoles de pensée, de toutes les écoles mystiques du monde, était arrivée à la conclusion que la loi du plus fort est une loi divine. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y a pas moyen de... La vérité, c'est vraiment la violence. Je crois que tous étaient en train de tendre vers ça. Et aussi, du peu que j'ai recherché, tous ceux qui sont dans des ordres sataniques, sachant que Satan n'est qu'un personnage, mais je parle de tous ceux qui sont dans ce que j'appelle le côté obscur de la force, je me demandais toujours, mais pourquoi est-ce que si tu sais qu'il y a une vie après la mort, qu'importe, c'est pas une question de jugement dernier et tout, mais le cycle des âmes, pourquoi est-ce que tu te fais chier à torturer des humains de ton vivant et trucs, et à chercher à avoir de l'argent crasse en tuant les autres? Et de ce que j'ai fouillé quand je suis allé littéralement un peu fouiller de leur côté, c'est qu'ils ont une théorie intéressante. C'est que l'âme humaine, ça a deux polarités. La lumière que je vais dire des gens comme toi et moi, nous nous battons à canaliser. Et d'ailleurs, c'est ce que Star Wars enseigne. Et le côté obscur, dans lequel plus tu vas dans l'autre polarité, dans le truc, plus tu es libre, selon eux, de la volonté divine première. Et tu dois te battre pour que ta prochaine réincarnation, tu viennes où toi tu veux naître, plutôt que où Dieu voudrait t'envoyer. Et donc, ils ont ce truc je vais créer un monde dans lequel je vais aspirer assez d'énergie avant de crever, pour que quand moi je meurs, j'ai assez de carburant pour revenir naître dans l'ordre à nouveau que j'ai rendu riche. C'est-à-dire si par exemple, je sais pas, je suis dans un ordre, je vais dire Illuminati par abus, sachant que c'est pas forcément tous des mauvaises personnes, mais je fais un abus de langage. Je vais m'assurer que les Illuminati soient plus forts parce que quand moi je vais mourir, mon âme va se battre pour revenir naître encore dans le même cycle. Donc c'est un peu comme quelqu'un qui triche dans un jeu en multijoueur en fait. Et Jésus justement en fait c'est lui et d'autres personnes parce qu'il y en a eu plusieurs, c'est des avatars qui sont venus rassurer parce que tout le monde se disait ouais mais finalement il n'y a que ça qui marche, qui sont venus rassurer que non, le côté lumineux de la vie, tu peux naître dans une porcherie, dans le trou du cul du monde, d'un peuple, truc. Mais si tu suis ta lumière, tu as finalement plus d'impact, plus de pouvoir et tu peux même battre la mort, en fait.
Et autre chose, c'est que toute cette énergie vibratoire négative que l'humanité a accumulée, je vois ça comme une sorte de gros Genki-dama obscur qu'on avait au-dessus de la tête, il, par son sacrifice, sa mort, qui avait 10 000 autres raisons d'être pour le symbole, pour les gens qui ne comprendront pas au-delà des lignes et qui ont besoin de trucs, voilà, il y avait quand même le besoin de convertir cette énergie-là, littéralement. Et si tu regardes Néo, si tu regardes presque toutes les histoires finalement aujourd'hui qui sont écrites par des créateurs qui captent ça sans s'en rendre compte ou qui le savent, finissent beaucoup comme ça. C'est-à-dire, il y a plein de mangas, Naruto d'ailleurs, quand il dit à Kyuubi, je vais absorber ta haine pour créer la lumière. Ça tourne beaucoup, c'est-à-dire, il y a cette symbolique partout, même dans Orion, je l'ai remis, sans même m'en rendre compte à un moment. Donc, ça, c'est mon interprétation du symbole christique, à mon humble niveau. Et je vois ça vraiment comme de la vibration, et d'un point de vue quantique, ça s'expliquerait. C'est-à-dire que si on a une vibration négative, il faut y opposer soit une somme de vibrations positives supérieures, soit un catalyseur, un peu comme quand tu es en mathématiques et tu as moins 2 millions, et tu peux faire fois moins un pour obtenir 2 millions. Je crois que ce que Jésus a fait, c'était faire le fois moins un. En créant ce trauma d'un être pur crucifié, il a été le catalyseur moins un de quelque chose qui, si sur les 2 000 ans de progrès qu'on vient de faire, on avait eu la logique de Rome au sommet de nos têtes, gars, on se serait extend. Et voilà. Donc en fait, on pourra discuter des heures et des heures, mais j'ai une petite mosaïque sur laquelle j'ai essayé de combiner des trucs. Je continue de la combiner chaque jour, on apprend chaque jour. Je ne sais pas tout, je ne pense pas que j'ai tout compris, pas du tout, mais voilà. Et ça aide dans le business, qu'on le veuille ou pas, paradoxalement. Parce que sur la gestion des hommes, je vais te donner un exemple. C'est toutes ces réflexions, ça aide dans l'écriture, dans la compréhension des personnages que j'essaye de faire, dans... Voilà. Là, Euh, je vis le fait d'être père, c'est magnifique. Ma Comment tu perds relation, depuis récemment? depuis 8 ans, 8 ans, il a 8 ans, le gamin, quand même. Et mon fils a 8 ans, ma Ah, fille a 5 ans. Mais voir deux âmes qui viennent s'incarner et que je dois guider, et devoir leur expliquer ce qu'elles devront savoir un jour, apprendre à écouter, à ne pas faire l'erreur de les imposer mon chemin, tout en leur donnant quand même la discipline, le cadre pour qu'elles aient la force de faire leur chemin, c'est c'est assez intéressant et c'est très miroir. Parce que le nombre de fois où je vois mes enfants faire des trucs, manquer de confiance en eux-mêmes sur des trucs, où je me revois moi avec ma relation avec littéralement Dieu sur le coup, je me dis ah ouais, c'est ce que je lui fais souvent en fait. Donc voilà, j'essaie d'exploiter finalement presque tout ce que je vis dans cette croissance intérieure de moi et d'essayer de faire que mes œuvres et mon entreprise idéalement aident à ça. ah. Je bavarde beaucoup, je sais. non, non, pas du tout. Je pense qu'on s'achemine vers la fin bientôt. Il y a quelque chose de très éclairant que tu as dit. Enfin, non, quelque chose qui m'a frappé. Donc, tu as parlé de la musique. Ok. La musique comme une espèce d'harmonie. Et puis, Mozart avait pour habitude de dire que c'est la musique est la seule chose qui fait que tu peux avoir 20, 40, 50 instruments en même temps et qu'il y ait de l'harmonie. Alors que nous, on parle à deux là, mais si on se retrouve à parler à 10 en même temps, ça va être la cacophonie. Mais avec la musique, tu as la possibilité d'avoir une harmonie avec plein, plein, plein d'instruments qui chacun, comme tu dis, exprime sa vibe. Chacun exprime son truc. Mais si il y a la capacité de trouver une harmonie dans toutes ces différences, dans tous ces différents instruments. J'aime bien cette analogie, mais par contre, j'avais une question sur la musique classique et le jazz. Moi, par exemple, je fais de la musique classique petit, et mon fils, il fait aussi du piano. Euh, le solfège, etc., a tendance à détruire la créativité. C'est que la musique classique, c'est beaucoup plus organisé comme musique. Tu as une partition, puis tu joues. Le jazz, c'est l'impro. Les gars, ils arrivent, tac, tac, ils savent pas ce qui va sortir. Et j'ai pas l'habitude de dire, quand je parle avec des CEO, de leur dire, là, on fait un entretien, et on ne sait pas si le génie va sortir. Ça se trouve, au bout de 5 minutes, on n'aura rien à se dire, en fait. Parce que tout est basé sur le cas. Et le cas, il parle quand il a envie de parler. Ce qui me fait rebondir à la différence, comme tu dis, entre
L'être humain qui s'attache à son petit moi parce qu'il veut contrôler sa volonté. Jésus, il avait une expression, aide-moi à faire ta volonté, pas la mienne. Le combat, il est là. Challenge de toute ma vie, ça. Tu écoutes ton énergie, ton génie intérieur, mais dans ce cas, c'est pas toi qui lead, c'est ton génie intérieur. Lui, il parle spontanément quand il a envie de parler. Quand il n'a pas envie de parler, il ne parle pas. Et tu ne peux pas lui imposer, ouais, tu vas parler aujourd'hui. Or, le côté obscur, c'est Dark Vador qui, sous la pression de la peur de la fourmi de ne pas manger demain. Je vais être sûr que je vais manger demain, donc je ne vais pas laisser ma vie à un génie que ça se trouve. La force ne va pas sortir au bon moment. Je suis pas sûr que voilà net, effectivement. C'est le stress de mon ego, ça, en permanence. Qu'est-ce qui me prouve que tu veux mon bien, toi? Je dis qu'on est déjà au fond, on arrive à la fin. Là, Dark Vador devient Dark Vador parce qu'il a peur que sa femme, quand elle va accoucher, elle va mourir. Il fait des rêves, des cauchemars, il a un genre. Et comme, donc, on lui donne l'épreuve suprême. On lui dit, assois-toi, attends, ben, tu ne peux pas encore voir l'autre parce qu'il sait que Passepartout est trop fort. Si tu le vois, il va te manger. Donc son maître lui dit, assois-toi, attends-nous. Pour quelqu'un d'angoissé et qui est par la peur, c'est l'épreuve suprême. Assois-toi, attends. Ne fais rien. Toutes tes peurs vont sortir. Et la grande erreur qu'il fait, c'est qu'il cède à sa peur. Il se lève, il va et se transforme en Dark Vador. Je pense que toi, quand je t'écoute, tu es à ce moment-là. C'est-à-dire que toutes tes peurs vont sortir. Toutes tes peurs, elles vont créer. Et la seule chose que tu as à faire, tu parlais du mal. Pour moi, le mal, c'est une illusion. La souffrance, c'est une illusion. C'est comme un nuage qui passe. Rien ne peut empêcher le soleil de briller. C'est impossible. Tu peux mettre tous les nuages que tu veux, le soleil est toujours pareil. Juste avoir la patience et le calme d'attendre que les nuages passent, le soleil va arriver. Là au-dessus, il avait une expression, il disait, il regardait les êtres humains qui marchent sur la pointe des pieds. C'est pour se grandir. Tu sais, on parlait de, comment on appelle ça? Comment on appelle le fake it, puis l'être humain qui veut toujours gonfler, un peu penser au crapaud qui se prend pour le bœuf, là, qui veut gonfler la poitrine. C'est un peu tout le monde concret. Chacun parle fort avec l'ego, ouais, moi, mais pourtant, à un moment, la mort va te frapper pareil avec toute ta force, là. Mais tant que, moi, j'appelle ça l'énergie, j'appelle ça le chinois. L'énergie qui vient t'interroger, qui vient te dire, oh, tes films que tu te racontes, là, stop. Puis ça vient te gifler pour te rappeler que tu n'es pas sur la bonne route. Donc, toute cette espèce de délire de puissance, ouais, je suis puissant, moi, je fais ce que je veux, etc. Tout ça, ça rencontre une limite. Donc, là au-dessus, il avait une expression, il disait, vous vous gonflez, vous marchez sur la pointe des pieds, là, mais marcher sur la pointe des pieds, ce n'est pas naturel. À bout d'un moment, tu vas te fatiguer. La même chose, Gandhi, il avait une expression, il disait, quand je combats la tyrannie, quand les moments sont vraiment très, très durs, je me rappelle que l'histoire nous rappelle qu'aucun tyran n'a tenu éternellement. À un moment, il tombe. Les nuages, là, ça peut monter, descendre. À un moment, ça va passer. C'est juste de garder ton focus sur ton centre qui, lui, il brille tout le temps. Donc, ce qui fait que si tu es dans une partition de musique classique, tu vas vouloir tout contrôler. Ça ne va pas du tout avec l'environnement que tu crées. Ce n'est pas du tout compatible avec la vibe. Je dirais que si l'Afrique doit se développer, ce n'est pas avec un modèle occidental. C'est un modèle plutôt de jazz. Mais pour ça, il faut retrouver cette confiance en notre génie. Cette confiance, et en effet, cette confiance a été brisée. Je ne vais pas rentrer dans les détails de l'histoire, comment, je ne sais pas. Pas regarder, On se comprend. Peut-être qu'à un moment aussi dans notre histoire, on est arrivé à un sommet et l'ego a pris le dessus. On a dit, tu vas repartir au début. Tu n'as pas encore bien. En fait, oui, c'est même ça l'histoire. Tu veux t'approprier ce pouvoir, un peu comme lorsque Moïse, Dieu lui a donné un bout de bois, il tape au nom de Dieu, Dieu lui dit fais ça, il tape, ça enchaîne. Et puis à un moment, gars, il veut donner l'eau au gars sans passer par Dieu. Donc sa propre volonté va faire marcher le bâton. C'est là Dieu dit, tu ne verras pas la terre promise. Une erreur seulement, ton petit ego, tu as oublié d'où tu viens, quelle est ta source. Tout le monde que l'on voit, le monde phénoménal, vient d'une seule source. Ce qu'on a oublié, c'est qu'on croit que ça a une réalité en soi. C'est une réalité parce qu'il y a cette chose-là. Et on a perdu de vue la source. Et c'est elle qui drive le show. Et c'est d'autant plus difficile dans un business, puisque vraiment, on nous apprend le business, c'est contrôlé, etc. Un business aligné, c'est un business pour moi qui ne contrôle pas.
C'est un business qui fait confiance, dont sa source, c'est l'inspiration ultime que j'appelle le cas, mais on sait pourquoi, qui dit, si le cas parle, on va enchaîner. S'il ne parle pas, on n'enchaîne pas. C'est créer un mindset d'ouverture et de confiance à cette énergie. Chez les Jedi dont tu parlais, c'est la force. Faire confiance à la force. C'est la force qui décide. Celui qui ne veut pas faire confiance à la force, il veut maîtriser la force. C'est comme vouloir mettre Dieu dans un verre d'eau. Tu veux contrôler le génie et en faire ce que tu veux. On connaît la route de ça. Donc, pour moi, quand je t'écoute, tu as la croisée des chemins. On te pose la question, tu prends la route du contrôle, qui est la route de la peur. Il ne faut pas oublier la vraie énergie qui est derrière. C'est la peur. Donc derrière toute leur puissance, là, ouais, ça gonfle, ils ont peur. C'est ça le fuel. Et cette peur-là ne fait que grandir. Il y a eu le très grand film là, qui a été fait là sur le dernier roi d'Écosse, là sur, comment il s'appelait Amin Dada, là. L'acteur qui était à Mugandal. Oui, Amin Dada. Oui. La peur, c'est son fuel, la paranoïa. Parce que ce pouvoir, tu n'as jamais assez de pouvoir. Jésus, il avait une expression, il disait, qui est le roi? C'est ça la question, c'est qui le roi? Qui est le roi ici? C'est un enjeu de pouvoir. Qui a le pouvoir? C'est l'ego. Or, l'ego n'a d'existence que parce que tu as un moi beaucoup plus essentiel. Sans ce moi-là, l'ego là n'existe pas. Mais l'ego, à un moment, il se lève et dit non, moi je veux qu'on fasse comme moi j'ai décidé. Donc, ça a donné certaines choses très intéressantes, la science, etc. Mais ça peut donner aussi la folie, parce que tu vas un peu trop loin. Il y a, je pense que l'énergie divine, ou l'énergie créatrice, on peut l'appeler comme on veut, elle nous donne en tant qu'être humain une partie rationalisable, contrôlable. Et ça, comme tu dis, ça demande de la discipline. Il y a des choses que c'est rationnel, il a donné. Ça, il t'a déjà dit. C'est un peu comme le gars, ouais, viens me sauver, souvent cette expression, viens me sauver. Il prie Dieu, Dieu lui envoie un bateau, il ne prend pas le bateau, etc., etc. Puis après, il continue de se plaindre. Mais Dieu lui explique, mais moi, je t'ai pas envoyé le bateau, etc., tu n'as pas suivi. Il y a un moment, c'est devenu très rationnel, le truc là. On n'est plus dans les trucs. Et ça, on a ce côté un peu cigale aussi en Afrique. À un moment, on te montre des choses concrètes. Tiens, tu continues de me parler de super pouvoirs magiques. Le petit truc concret qui est devant toi, là, tu ne fais pas. Et ça, en Occident, ils sont très forts. La partie que, non, on maîtrise, elles sont forts. Mais sauf qu'ils rajoutent une couche de contrôle Qui font qu'ils n'ont plus le sens. on ne doit pas suivre ce chemin-là. C'est-à-dire qu'il y a la partie rationalisable, ce que je peux optimiser dans mon entreprise, ce que je peux contrôler, qui est rationalisable, que le génie m'a dit ça, c'est à toi de faire, c'est très rationnel. Puis il y a une autre partie où le génie dit, si toi tu veux contrôler ça, tu outrepasses ta limite. Et là, tu rentres sur l'autre chemin. Donc, même si c'est ta propre vie qui est en jeu, et je finirai là-dessus, on dit que Dieu est jaloux, mais jaloux au sens que il aime qu'on n'aime que lui, radicalement au bout. C'est l'idée de le sacrifice d'Abraham. Il a son fils. Est-ce que tu m'aimes au point de sacrifier ce que tu aimes le plus? Est-ce que tu m'aimes plus que tout ce qui est possible? Et une fois que, on est d'accord. Est-ce que tu aimes ton génie que tu portes au point de prendre le risque de tout perdre? C'est ça la question qu'on te pose. Si le génie à un moment ne te parle pas, est-ce que tu es prêt à mettre tout ce que tu fais dans la balance de dire ça repose sur toi? Si tu ne parles pas, je suis prêt à dire que ça va disparaître. C'est ce pas-là, c'est ça ce basculement qui fait que là on rentre complètement dans une autre dimension. Et là c'est du jazz. Là le gars, il arrive, c'est pas sûr que le génie va sortir, les gars sont là, c'est pas grave. Mais on y va quand même. Puis on attend, on espère. Mais ça se trouve ça n'arrivera pas. Si ça n'arrive pas, on fera autre chose. Si ça arrive, on est disponible. Mais on a quitté le chemin de vouloir être sûr de la partition. Parce que cette eau-là, on a fait le choix que non, on ne la boira pas. Donc, si je synthétise, je préfère n'avoir rien matériellement, mais être en accord avec mon génie, que c'est mon génie qui décide, que d'avoir tout matériellement et de ne plus avoir mon génie. Ça veut dire que grosso modo, si on te dit, je te garantis que tout ton studio là, je te donne l'argent, bam, c'est sûr, ça va marcher, mais c'est moi qui t'ai garanti, le financier. Là, tu rentres dans l'autre chemin. Moi, je te le garantis. Ah oui, non, l'absolu de l'autre côté, de toute façon, mieux rien. Le chemin que tout le studio disparaît, mais tu es avec le génie, ça ne veut pas dire que c'est ça qui va arriver, mais c'est dire que c'est ça le questionnement. Et c'est ça qui est en jeu. Je dirais que j'ai une approche très... je ne sais pas si tu as lu le livre La cinquième montagne de Paulo Coelho. Non.
D'accord. Je vais d'abord répondre avant d'aller sur l'anecdote du livre. En fait, mon échelle de valeur aujourd'hui, c'est quoi? C'est effectivement, je préférerais que le studio disparaisse que de le corrompre. Le corrompre, pour moi, c'est quoi? J'ai dit, il y a deux façons pour moi d'échouer Kero Games. La première que tout le monde connaît, c'est on fait faillite, il n'y a plus d'argent, on ferme le truc. Premier échec, classique. Mais il y a un deuxième échec qui me ferait beaucoup plus mal, je leur ai dit. C'est de me retrouver avec un studio qui fait 200 millions de dollars par an, mais avoir un niveau de board de gars capitalistes qui font que cet argent ne permet pas de réinvestir ailleurs parce que les gars font des trucs. Tu vois, genre en fait, ça ne sert plus ce pourquoi je l'ai créé à la base. Et ça, pour moi, c'est le deuxième échec qui, pour moi, est pire parce que si je voulais juste de l'argent, pour moi, j'avais une façon de le gagner plus sainement que de me sacrifier, voilà. Et maintenant, j'avoue que, et peut-être c'est mon gros cœur, j'aimerais réussir les deux. Je veux non seulement avoir le gars qui a réussi, ce qu'il appelle ça quand il a un livre, il appelle ça réussir dans ce qui compte vraiment et aussi battre la vie dans son côté matériel. Je voudrais faire les deux, pas d'un point de vue, comme j'ai dit, il n'y a pas d'état finalement de happy end où tu es truc, mais j'aimerais pouvoir que au moins mon épanouissement interne, ma croissance interne se fasse dans la dignité et dans la prospérité. Et que surtout, je permette au maximum de gens d'y avoir droit. Parce que il y a pas de... Il n'y a pas de... Je vois la pauvreté. Vraiment, je la vois, je la côtoie. Je vis avec des gens. Je sors du studio, je vois la pauvreté. Et ça n'apporte rien à l'être humain. C'est-à-dire, il y a pas de dignité, il n'y a pas de... Non, les gens deviennent vils. Ils deviennent... c'est vrai qu'il y a souvent cette écriture dans les films, les faits Aladdin, de on est des voleurs au grand cœur. Non, en réalité, la pauvreté, quand elle est maintenue, quand elle est systématisée, ça n'apporte rien du tout de bien à l'humanité. Donc, non, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas du tout à maintenir. C'est pas le cas de ce que tu disais, hein, c'est pas une contradiction, c'est juste... donc je veux au moins pouvoir bâtir un monde dans lequel l'opportunité et la dignité sont pas garanties, parce qu'il y aura toujours des fluctuations, mais au moins sont présentes pour les miens. Les miens, sachant qu'après on peut renaître sur 10 000 autres pays. Mais pour ce que, en tout cas, l'expérience humaine d'être un être africain représente, c'est important. Et aussi, j'ai une théorie, toujours un truc où je connecte les choses. C'est, je pense qu'à un moment, tu as dit quelque chose d'intéressant tout à l'heure, comme quoi l'Afrique aura atteint un stade où on est redescendu, et où, quelque part en redescendant, les gens qui savent où on allait, c'est d'ailleurs ce que je t'expliquais un peu dans l'héritage des Corédans, les ancêtres savaient que tôt ou tard le monde viendra, qui savent, ont laissé des éléments pour nous dire, quand vous allez remonter, ce ne sera plus pour encore aller faire les pyramides et conquérir le monde. Ça, on l'a fait, ça. Laissez les autres vivre ça. Ils vont se perdre comme on s'est perdu. Mais il faudra que vous bâtissiez quelque chose qui font que quand eux crieront à l'aide pour trouver le sens des choses, vous soyez là. Parce qu'ils en auront besoin. Ils vont faire leur part, ils vont nous apporter Internet, tout ce genre de choses. Mais ils vont perdre le sens. Et il faudra que dans l'équipe humaine, ce sera votre rôle à vous, l'Afrique. Ramenez-nous le sens qu'on va le perdre. Parce que je pense qu'effectivement, qu'importe les couleurs de peau, c'est une team finalement d'âmes, qui est la famille humaine, qui se donne des rôles de différents, en jouant sur nos imperfections d'époque. Mais c'est intéressant parce que je me disais, à un moment, on était quand on s'incarnait, les jeux vidéo nous enseignent, c'est assez intéressant d'ailleurs. Quand tu codes un jeu vidéo, tu te retrouves en train de recoder, tu as le sentiment, ah merde, c'est ce que Dieu a fait. Si tu te dis, ah ouais, mais c'est drôle, petite anecdote, je codais le jeu, et quand je m'apprêtais à coder la femme dans le jeu, donc la façon dont elle apparaît dans les combats et tout, j'ai littéralement dû faire une pause, donc j'ai dû endormir le code de l'homme, prendre une partie de son code, et c'était technique, c'est-à-dire, ok, elle va dériver de lui, mais j'ai besoin que lui, il arrête de fonctionner un temps pour que je puisse tweaker ce qu'elle aura de différent. Et je me suis dit, ah merde, le truc de la côte là, est-ce que c'est parce que c'était pas ça le même truc? C'était mind-blowing. Donc voilà, et j'ai l'impression qu'à un moment, les hommes, on avait créé une réalité où
C'était les militaires, les soldats qui nous dirigeaient. C'est-à-dire le soldat voyait la masse des humains, il disait, tu ne me suis pas, je te tue. Et on a vécu cette réalité tant que ça nous intéressait. À un moment, des âmes sont nées avec l'intuition qu'il faudrait mettre un peu les fondamentaux de la religion dans la tête des gens. Et là, les prêtres ont commencé à réaliser que bon, j'aime pas le monde que les soldats créent. Je vais donc créer un monde que moi je pense un peu plus intéressant. Et je vais me commencer à dire aux soldats, lui il va te tuer, mais moi je sais je vais garantir ce qui se passe après. Et là, les prêtres ont commencé à prendre le pouvoir sur les soldats. Maintenant, le prêtre, il est en mode, ouais, j'ai bien sécurisé mon truc. Il se corrompt aussi à un moment, d'ailleurs. Et il se dit, ouais, j'ai sécurisé. Comme tu dis, j'ai balisé, je tyrannise. Je lui ai dit que c'est moi et personne d'autre qui peut leur garantir la vie après. Le politicien observe et il se dit, j'aime pas le monde que ce gars est en train de créer. Mais je peux pas te battre sur la confiance de la vie après la mort. Du coup, moi, je vais me battre pour que tout le monde puisse apprendre à lire, la laïcité. C'est là où Charlemagne démocratise l'école. Parce qu'il comprend que pour te battre, il faut que j'aille dans ce qui est ton point faible. Donc, il faut que je fasse que tout le monde ait le droit de lire pour que tu ne puisses plus leur dire que c'est toi qui sais ce qui est écrit dans le livre sacré. Et là, le politicien prend au fur et à mesure le pouvoir sur le religieux. Sachant que les autres pouvoirs ne disparaissent pas, mais ils sont canalisés. Mais c'est le politicien qui règne. Le financier observe tout ça et se dit, ouais, j'aime pas trop la façon dont toi, le politicien, tu es en train de faire le monde. Après 2-3 guerres mondiales, ça nous intéresse plus. Parce que, ouais, les politiciens, c'était mignon, là, mais franchement, non. Donc, moi, je vais prendre le pouvoir en m'assurant de mettre une infrastructure, faire la religion de l'argent. Donc, les gens vont croire plus en l'argent, finalement, qu'aux couronnes et qu'aux rois. Et surtout parce que quand tu suis l'histoire de l'argent, c'était une innovation, les gens n'y croyaient pas avant. Nous, aujourd'hui, les gens meurent, se tuent pour des billets. Mais à l'époque, gars, tu venais à l'argent, les gars disaient, moi, je veux la chèvre, je veux pas ton papier, là. Donc, c'était aussi des innovateurs, des visionnaires. Les gars se sont battus pour que l'argent devienne ce qu'il est. Et je dis ça parce qu'avant, bref. Et là, le financier est tranquille, se dit, bon, j'ai tout cloisonné, là. C'est-à-dire vraiment la confiance. Moi, je suis allé sur la confiance. C'est le truc clé pour que les humains ne surpasseront jamais ce truc. J'ai tout cloisonné. L'informaticien regarde le financier et dit, je ne peux pas te battre sur la confiance. Tu as tout bétonné, rien à faire. Par contre, je vais t'amener sur un terrain où tu as un point faible, la vitesse. Les gars créent un truc qui fait qu'aujourd'hui, si tu es financier et que tu n'as pas l'outil informatique, tu meurs. Et effectivement, quand tu es banquier, tu as beau être le plus gros banquier du monde, tu ne peux pas virer ton informaticien n'importe comment parce que les serveurs, là, je te dis, je suis informaticien, je peux te garantir que tous les développeurs, c'est comme une secte, hein, les gars savent, ils ne vont jamais rendre Linux facile. Parce que c'est une façon de torturer les gens qui ne sont pas du secteur pour qu'ils aient toujours besoin de nous. C'est-à-dire quand un gars arrive dans une entreprise, sa mission c'est que vous acceptiez d'être informatisé et que vous deveniez dépendant. Parce qu'une fois que vous y avez goûté, vous ne pouvez pas l'enlever n'importe comment. Linux, c'est un truc tellement obscurantiste. Et il y aurait moyen de faire qu'on double-clique et beaucoup de choses soient simples. Mais ils rendent ça compliqué exprès. Donc l'informaticien aussi se dit, voilà, là, j'ai tout réglé, c'est moi qui suis... Il est en train de prendre le pouvoir. Tu as Musk qui est littéralement en train de diriger les states, co-diriger les states. Les cycles s'accélèrent, mais le cycle est là. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que l'informaticien, lui, il a mis le truc sur la vitesse, il négociait les gars de la confiance, tout ce que tu veux. Mais il a un souci, c'est que toute l'informatique du monde ne vaut rien si elle n'a pas de sens. C'est-à-dire que Nvidia, finalement, les ordinateurs, si ce n'était que pour taper Word et pour faire des Excel, ça ne servait à rien de créer des corps i9. C'est le jeu vidéo qui a poussé les ordi à évoluer. En réalité, pas le... Voilà, c'est essentiellement les jeux vidéo qui ont poussé l'informatique à évoluer. Facebook, sans les vidéos, sans les photos, dans le sens, finalement, ça n'a aucune valeur. TikTok, si c'est pas les... Et c'est là où le créatif, l'artiste, observe l'informaticien et se dit, tiens, je vais créer un monde. Et là où maintenant le rôle de l'Afrique à moi m'intéresse, ce serait intéressant d'initier ce changement vers l'art, mais comme tu as dit, de ne pas faire l'erreur de vouloir en faire une guerre de pouvoir, de la productivité, Je sais que l'informaticien se battait pour créer un monde où l'innovation est au centre du monde et où on arrête les statu quo. Mais l'excès d'innovation fait aussi une forme de création débilitante, où on ne sait plus pourquoi on crée juste pour créer. Google X a ce problème d'ailleurs.
C'est-à-dire, leur labo a souvent le truc du fait que comme on leur a donné des KPI, il faut 5 inventions par jour, ça n'a même plus le temps d'avoir du sens. Là où l'art te rappelle qu'il y a des choses qui prennent du temps. Tu ne peux pas faire, tu l'as dit, tu ne peux pas faire un morceau de jazz parfait chaque jour. C'est pas naturel. Tu dois accepter qu'un jour il était là, un jour il n'est pas là, et tu réacceptes de vivre avec le rythme des choses. Ça, c'est ce que le créatif peut poser. Et c'est une des choses, justement, le destin que je veux que Kiro ait, c'est de poser justement cette industrie, entre guillemets, industrie, mais je préfère dire écosystème créatif, mais en le faisant d'une façon, je suis en train d'écrire un truc que j'appelle la Robuntocratie. C'est-à-dire, je voudrais que Kiro, au fur et à mesure, devienne le catalyseur d'une nouvelle économie, nouvelle humanité participative qui, effectivement, réussisse ce que l'Ubuntu enseigne, c'est-à-dire, il faut créer un monde où l'individu, effectivement, peut s'autodéterminer et être heureux, mais toujours en rapport avec la communauté, c'est-à-dire ne pas faire l'erreur de dire que la communauté est tout et toi tu n'es rien, ce que les Chinois font, caricaturellement, parce qu'ils sont évidemment plus intègres, plus aware que ça, et ne pas non plus faire l'erreur de dire que l'individu est tout et la société ou la communauté, on verra après ce que l'Occident fait. L'Ubuntu, c'est obligé d'être les deux. Il faut les deux. Ce que tu demandais, comment est-ce qu'on crée cette société? Mon plan est le suivant. Il faut qu'on amène la caste des créatifs à prendre un peu plus de pouvoir. Maintenant, tu as dit une chose qui est intéressante et sur laquelle je vais vraiment méditer. Ma compréhension du pouvoir ne doit pas être celle de l'ego. Et effectivement, je suis à cette croisée de chemin-là. Ma compréhension du pouvoir, ça devrait être peut-être de... Il faut que les créatifs, effectivement, gagnent de l'influence pour inspirer, même pas, je le dirais mieux, je viens de le trouver. Il faudrait que les créatifs deviennent ceux qui inspirent le monde à un autre schéma. Voilà, plus que le pouvoir, il faudrait que les créatifs inspirent un monde. Donc, je rêverais de faire de l'Afrique, finalement, qui est une terre dans laquelle nous n'avons pas, finalement, les talents, les trucs pour être les meilleurs ouvriers, ingénieurs, tout ça pour l'instant. En tout cas, on n'est pas prêt à faire Wall Street, tout ce que tu veux. Mais par contre, on a cet ADN de l'accueil de l'autre. On a ce grand terrain de jeu de différentes cultures et autres. Donc, si on devait jouer les règles du monde actuel et qu'on créait une Afrique dans laquelle 1 million de touristes peuvent venir chaque mois dépenser entre 1000 et 10 000 dollars, ça créera un énorme flux de richesse sur le continent, mais surtout ce sera en accord avec qui nous sommes. Et l'idée en venant, c'est pas de faire Walt Disney, Disneyland, qui est finalement une autre forme d'esclavage. Tu vois, les gars qui sont animateurs à Disneyland, c'est des esclaves. Non, ce qui serait intéressant, ce serait de bâtir un écosystème où finalement ce qu'on prendrait, c'est de la pure humanité. C'est-à-dire que moi j'ai une pub en tête, c'est tu es à Wall Street, et je te dis, gars, toute cette année tu as été parfait. Tu as dit vraiment, tu as géré les marchés, tu étais à l'heure au rendez-vous, tu as atteint des KPI, trucs, tu es dans un restaurant, c'est une IA qui te sert, elle ne fait aucune erreur, tu es entouré de perfection à longueur de journée. Mais est-ce que ça ne t'intéresserait pas de venir goûter à l'humanité? Ça dit, viens dans un endroit où les bus sont en retard, mais ça te permet de discuter avec des êtres humains qui attendent comme toi. Viens dans un endroit où tu vas être servi par des humains qui feront à nouveau des erreurs, mais qui vont rigoler avec toi de « Ah ouais, mais finalement, change ta crevette avec l'autre. » Viens dans un endroit où les gens n'ont pas le stress du personal space et où les humains se touchent, parce que ce n'est pas grave de toucher un autre être humain. Ce n'est pas une atteinte à ton humanité d'être touché, peut-être pas un truc, mais genre d'être frôlé. Si tu es né, pour que soit quand on prend des taxis, on se colle, ce n'est pas la fin du monde d'être touché par un autre être humain. Viens d'un environnement où quand tu es fatigué de danser des personnages virtuels parfaits dans un casque, tu veux regoûter à ce que c'est que de danser et de sentir l'odeur naturelle d'un autre être humain pour lequel ton corps et ton esprit sont faits. Viens d'un endroit où tu pourras participer à tous nos festivals culturels qui ont leur symbolique spirituelle d'une façon de voir la vie, qui vont t'enrichir, qui ont leur folklore. Viens visiter nos villages, viens visiter nos paysages. Et du coup, si on est un peu la FIFA de ça, notre boulot, c'est de venir dans chaque pays, poser la chaîne de valeur, c'est-à-dire on investit de l'aéroport, les routes, tout ce que tu veux. Ça nous permet d'aller parler aux seigneurs de l'autre côté, les BlackRock et compagnie qui, pour l'instant, gèrent une partie de cette réalité. Mais de leur proposer un truc où eux, ils ont ce qu'ils veulent, c'est-à-dire de l'argent. Mais nous, en fait, on est en train de créer autre chose derrière. Et où
les gens, c'est-à-dire tout ce talent que nous on a d'accueillir les gens, d'aimer les nourrir, parce que ça c'est un truc qu'on adore en Afrique. On adore quand les gens viennent, ils mangent avec nous et tout. On le fait en le faisant de façon très saine. C'est-à-dire que tous les jeunes qui adorent danser, faire ils auraient toujours des activités. Il y aurait toujours un concert où tu peux aller prester. Il y aurait toujours, et on organise ça de façon à ce que ça ne devienne pas la Corée du Sud, qui pour moi l'a rendu toxique. Et voilà. Ça, c'est ce que j'aimerais en fait créer avec cette boîte. Et pour moi, réussir dans le JV, ce serait d'avoir le capital en partie pour commencer à l'organiser. Donc voilà, c'est vraiment le truc que Kiro Games pour moi représente. Et je te l'ai dit là, mais ça m'a pris 15 ans pour arriver à l'expliquer comme ça. Tu m'as donné une clé quand tu m'as dit. Tu viens me donner une clé en fait. C'est ce que je devais entendre. Sur le. Ouais. C'est intéressant.